se mettre au front. On va se mettre sur cette partie-là. On va dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont été conservés ici. Alors il y a une particularité, c'est le petit sarcophage que vous avez là. Parce qu'il faut savoir qu'au XVIIe siècle, eh bien, les enfants étaient entourés tout autour de la chapelle. Alors il y a quelque chose dont je ne vous ai absolument pas parlé, je vous ai parlé beaucoup de choses je pense. J'arrête pas de dire chapelle Sainte-Agathe, mais je ne vous ai jamais parlé de Sainte-Agathe, du vocable, quand est-ce que c'est arrivé. Puisque quand même, il y a une petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à l'époque des chrétiens, elle est consacrée à Sainte Vénus. Elle s'appelle Ecclesia Sancti Veneris. Ça, on le sait parce que ça a été enregistré dans le cartulaire des moines de Saint-Sauveur, où l'on sait que lors du convoyage des reliques de Saint-Hippotème d'Angers jusqu'à Redon, eh bien, il y a un arrêt ici à Langon sur l'autel qui est différent de l'Ecclesia Sancti Veneris. Et c'est un peu particulier, ça, qu'elle soit consacrée au culte de Sainte Vénus. Parce que Vénus, elle est païenne, alors qu'on essaye de prôner une nouvelle religion. En fait, petit à petit, on essaye de transformer les mœurs, et c'est pour ça que peu de temps après, elle va être plutôt consacrée au culte de Saint Venier. En fait, Venier, c'est un saint irlandais assez méconnu finalement. Et c'est à partir du XVIIIe siècle qu'elle va avoir le vocable de Sainte Agathe. Et Sainte Agathe, je pense que vous savez qui c'est, parce que quand j'ai parlé de la femme avec sa poitrine, on lui a coupé la poitrine. Vous savez pour qui, pourquoi? Vous connaissez pas l'histoire? Personne? Non? Alors, ça a donné lieu quand même ici à un pèlerinage qui avait lieu aussi dans d'autres communes pour d'autres saints qui étaient priés. Donc ça, c'est du XVIIIe siècle, on va dire jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle. Donc la Sainte Agathe, c'est le 5 février. Agathe, qui est un prénom qui revient à la mode d'ailleurs. Hein. Alors, il y avait un pèlerinage ici, et donc en fait, Sainte Agathe, pour tout vous dire, elle est catane, elle est d'origine donc sicilienne, et elle est très appréciée du préfet Gatianus. Donc, c'est une vierge sicilienne, qui ne veut pas se soumettre au viol rituel, et donc il résiste à ce préfet Gatianus. Ce préfet qui a beaucoup de pouvoir ne supporte pas que Sainte Agathe ne succombe pas, on va dire, et décide alors de l'enfermer dans un cachot. D'abord dans un lupanar, ensuite dans un cachot. Et comme elle continue toujours à prier, lui ça l'agace et il décide alors de l'attacher donc la tête en bas sur une colonne et lui tenaille la poitrine pour finalement lui couper les seins. Mais là encore, dans son cachot apparaît miraculeusement Saint-Pierre qui va alors lui recoller la poitrine. Et c'est pour ça qu'elle est devenue en fait la patronne des nourrices, des mères qui souhaitent allaiter leurs enfants. Et ça a donné lieu ici à un pèlerinage. Donc, tous les 5 février, on venait, donc les femmes des 4 coins de la commune venaient donc soit pour la prier pour la guérison de cancer du sein, d'abcès, pour obtenir du lait maternel. Et elles faisaient pour ça 7 fois le tour de l'édifice. Et un jour, la petite légende, encore une petite légende, elle aime bien les petites légendes, et bien la légende dit qu'il y a un petit malin qui s'est amusé lui aussi à faire le pèlerinage et qu'il a dû prendre 2 enfants pour le soulager tellement le lait lui donnait à lui aussi. Alors voilà, ça c'est la petite légende. Alors bien évidemment, le bâtiment de l'époque, il était beaucoup plus vaste, vous imaginez bien. Il s'agissait de termes privés, il existait aussi à l'époque des termes publics. La différence, c'est que les termes privés appartiennent à un privé, comme le nom l'indique, mais qu'elles sont de plus petite dimension. Alors maintenant, moi j'ai besoin de vous, j'aimerais bien que vous me dites à quoi ça vous fait penser des termes. Qu'est-ce que c'est pour vous finalement? Finalement, c'est les Romains qui ont apporté ça. Mais à l'origine, avant les Romains, ce sont les termes romains. Moi je me souviens même qu'à l'époque, madame qui est langonaise, on écrivait, enfin sur les panneaux qui indiquaient la chapelle, on appelait le temple de Vénus. Oui. Ça s'appelait pas, aujourd'hui c'est mis vestige gallo-romain, je crois, enfin je ne fais plus attention. Parce qu'effectivement, avant 96, avant qu'il y ait une étude minutieuse du bâtiment, une étude archéologique, on pensait en fait qu'il s'agissait d'un temple qui était dédié à Vénus. Voilà, c'était pas du tout un bâtiment, pas du tout des termes, pas de salle de bain, pas tout ça. Et effectivement, là, Charles Langlois, d'ailleurs, lui fait partie de ces gens en disant, lui, il voit pas ça comme un temple dédié à Vénus, parce que pour lui, la religion de l'époque, c'était plutôt
le druidisme, et le druidisme, ça n'avait pas de temple, mais plutôt des menhirs et des dolmens. Donc lui, il réfute l'hypothèse, et il voit plutôt donc, ce bâtiment comme étant une des premières églises chrétiennes, forme rectangulaire, qui se termine par une abside, d'est en ouest, la piscine d'eau froide pour le baptême par immersion totale, parce que c'était comme ça à l'époque. Voilà. Donc lui, il réfute l'hypothèse. Il y en a un autre aussi qui s'appelle Alfred Ramé, qui va réfuter cette hypothèse en disant que, bon alors quand même, à l'époque, on rappelle qu'à l'époque de l'évangélisation de la Bretagne, on a Saint-Melaine qui joue un rôle quand même particulier. Saint-Melaine, il est à côté de chez nous, il est à Brin, à Brin-sur-Vilaine. C'est un des tout premiers évêques. Alors pourquoi il a laissé ici l'image d'une Vénus païenne? Ça semble encore bizarre. Donc lui, il réfute aussi cette hypothèse qu'il s'agisse d'un temple dédié à Vénus. Et il va lui émettre l'hypothèse qu'il s'agirait plutôt d'un mausolée funéraire. Voilà. Alors un mausolée funéraire, c'est un tombeau avec une sorte de sanctuaire. Mais là encore, son hypothèse, elle ne colle pas. Et pourquoi? Parce qu'il y a des incohérences architecturales. J'ai insisté tout à l'heure sur le fait qu'il y avait quand même une maçonnerie qui était très propre, très soignée, et ça ne correspond pas vraiment à la construction qu'on pouvait faire de mausolées ou de temples. Et ce qui va permettre de confirmer, je dis bien de confirmer entre guillemets cette hypothèse, parce que ça reste encore une hypothèse, vous allez me dire, si on trouve une source pas très loin, peut-être que là effectivement, parce qu'il fallait alimenter ces termes, s'il y avait une source à proximité, voilà, pas de problème. Mais cette Vénus, cette fresque, permettrait en quelque sorte de confirmer l'hypothèse, puisque ici vous avez au-dessus de ma tête, eh bien, la Vénus qui nage, donc elle est dans l'eau en fait, cette Vénus, et la représentation de cette fresque, eh bien, c'est deux thèmes de l'iconographie des Romains pour le décor de salle de bain, un des thèmes de prédilection, qui est la naissance de Vénus, ou encore la toilette de Vénus. Voilà. Alors la Vénus, vous la voyez ici, en haut. Voilà, ça. Bonjour. Bonjour. Alors, donc la Vénus, elle a son bras gauche donc, qui relève justement une mèche de cheveux. Son bras droit, bien évidemment, est tombé avec le reste de la fresque. Et donc, elle paraît quasiment de grandeur nature, en fait, de grandeur réelle, cette Vénus. Et avec elle, donc, on a un décor de poissons. Donc, vous avez ici des poissons qui sont avec un long nez, donc c'est un espadon. Vous avez des rougets qui sont ici. On a plus facile juste au-dessus. Alors sans bâton, hein, si vous avez ici une anguille, je sais pas. Avancez, hein, n'hésitez pas. Et voilà, donc l'anguille qui est ici. Voilà. Alors on retrouve des oursins, des couteaux ici et là. Ils ne sont pas bougés les couteaux. Voilà. Et je vois. Bah oui, il y a quelque chose là, ouais. Alors ici. Donc là, alors là c'est sa bouche en fait. Hein. Ce que vous reconnaissez c'est quoi? Avec sa queue un peu hybride. Hein. Alors c'est pas un serpent de mer, c'est plus gros. Non, le monstre du Loch Ness. Non plus. Ah bon, Non, c'est si vous attachez qu'à ça, vous allez tout de suite deviner. C'est gentil. Ah bon? Salamandre. C'est un cétacé. Hein. Cétacé, il a la laine, je me cache à l'eau, car j'ai le dauphin. Un dauphin. Ah ouais, ah bah dis donc. Voilà, c'est un dauphin. Alors c'est un dauphin un peu hybride, mais vous savez à l'époque on les représentait comme ça avec des queues un peu bizarres. Hein. Et sur ce dauphin il y a un petit personnage. Ouais, à l'époque ils avaient des queues bizarres. Alors c'est vraiment gênant. Je prends un papier. Donc vous avez sa tête et vous avez des ailes en fait. Ah oui. Vous voyez? Oui, on voit bien. Et donc on a son bras sur la gauche et derrière lui en fait c'est un poisson qui passe. Donc c'est pour ça qu'on a du mal un peu à le reconnaître. Et ce personnage qui nage avec Vénus, c'est Eros. un petit amour. Alors dans la version romaine, non, alors Eros c'est version grecque. Là on est dans la version romaine avec son arc et ses flèches. Cupidon. C'est Cupidon. Et Cupidon par rapport à Vénus c'est le lien de parenté le plus proche. Ah, c'est son frère. Non, son fils. Ah, Son fils, on n'était pas loin. C'est son fils, voilà. Donc Cupidon est représenté avec sa mère, et c'est très souvent que dans l'iconographie justement des Romains, dans la toilette de Vénus ou la naissance de Vénus, c'est souvent qu'on retrouve justement Cupidon et Vénus ensemble justement.
Alors, vous imaginerez à l'époque une couleur un peu plus soutenue en fait de peinture. C'est ce qu'on appelait le bleu égyptien. Donc le bleu égyptien, c'est un pigment qui est très ancien et qui vient d'Égypte, comme son nom l'indique, et qui a été utilisé jusqu'au 6e siècle peut-être de notre ère, notamment au niveau de la Méditerranée. Et ici, donc, on a eu justement ce pigment bleu égyptien. Alors c'est quoi? C'est du silice, du sable, du cuivre et du calcium. Le tout mélangé, ça fait un bleu très joli. Il faut savoir qu'en fait, elle a été découverte à l'origine par Charles Langlois en 1840 sous 2 autres couches picturales. C'est ce qui a quand même permis de la protéger. Voilà. Alors, ce qui s'est passé en fait, c'est que quand il est arrivé, il a découvert une première fraise qui datait à peu près du 12e, 13e siècle et il en a fait un croquis sur Charles Langlois. Je vais vous faire passer parce que demain vous allez la voir. Alors, le croquis, je l'ai ici. Il n'en reste plus qu'un seul. Et dessous, des lettres latines. Je vais laisser regarder, parce qu'on ne voit pas de lettres chrétiennes. À l'époque de l'évangélisation, c'est que je vous ai dit, alors quand les chrétiens sont arrivés, on imagine qu'on applique un lait chaud, on doit encore voir les traces de la Vénus dessous, on doit encore la voir. Et donc on va réutiliser les contours de la Vénus pour y mettre une représentation du Père éternel. Et on a donc à l'encre rouge avec des lettres latines. Et il en reste un tout petit morceau ici. Voilà, c'est ça que vous voyez ici. Voilà, ce sont des lettres latines à l'encre rouge qui dateraient du 6e, 7e siècle. C'est un tout petit morceau. Peut-être. Alors c'est pour ça que là, donc cette partie-là qui est tombée, voilà. Et donc enfin, on continue, et là, il fait tomber, enfin vous savez, on parlait de Lascaux la semaine dernière, celle qui a été découverte par hasard, mais finalement ici c'est aussi découvert un peu par hasard, aussi donc cette